Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport 9 Laval, émission qui vous fait découvrir le milieu sportif et même les réalités d'un entraîneur lavallois, Stéphane, membre du club MEC à Laval. Chers collègues, bonjour. Alors, si vous êtes prêts, on lance ça maintenant. Bienvenue Stéphane, content de te retrouver cette semaine. Donc, depuis ta dernière visite chez nous, comment se passent les entraînements, comment se passe le suivi de tes athlètes, quels ont été peut-être les défis ou les obstacles auxquels tu as fait face depuis ton dernier passage? Bien, c'est sûr qu'on est en début de saison. On fait vraiment la mise en forme de début de saison. On rentre dans les aspects techniques, mais vraiment de base. On essaie vraiment de peaufiner. On n'est pas dans le peaufinage du tout. Là. C'est vraiment d'appliquer les techniques de base, des répétitions. Fait que ça va bien. On a commencé depuis presque un mois. Là, on a fait vraiment 2 semaines que du physique, d'entraînement physique. On ne touchait pas à la technique du tout. Mais la première façon de rentrer la technique, c'est au niveau des déplacements sans armes. Fait qu'on travaille au niveau des déplacements par la suite un peu avec le maniement de l'arme. Fait que c'est un peu ça qui se passe depuis le premier mois. C'est sûr que les compétitions arrivent très rapidement. On a déjà une compétition là, dans les deux prochaines semaines, là, au mois d'octobre, là, ça commence, là, on a 2 compétitions, une après l'autre. Fait que faut quand même aller très rapidement vers le côté, non pas seulement technique, mais tactique. Fait que c'est là un peu où est-ce que ça rentre. Ils sont pas vraiment prêts à aller vers le côté tactique, technique, parce qu'on n'est pas encore vraiment. La machine n'est pas assez bien huilée, mais on n'a pas le choix parce que malheureusement, la saison débute très rapidement. Puis justement, dans cette réalité-là, est-ce qu'au niveau de tes athlètes, de passer à une mise en forme versus une entrée en compétition, au niveau, peut-être, ils ont des défis plus importants au niveau de la gestion du stress ou la préparation à la performance, ou qu'est-ce qui est plus... Bien, c'est sûr que qu'est-ce qui est dur, c'est que c'est d'apporter l'athlète à la réflexion du combat, avoir toujours un aspect tactique, de penser à la touche et tout ça. Fait que c'est toujours de l'amener, même en aspect entraînement, de dire à l'athlète, OK, c'est très facile de faire de l'escrime pour faire de l'escrime, mais il faut toujours réfléchir à la touche qu'on veut faire parce que, bon, admettons, en compétition, quand ça doit arriver en compétition, à chaque touche, on doit réfléchir. Il ne faut pas, la touche ne vient pas instinctivement tout le temps. Il faut tout le temps avoir, parce que nous, surtout au sable, c'est à chaque 5-6 secondes, là, il y a une touche. Là. Fait que c'est pas pendant le combat que tu as le temps de réfléchir, c'est avant quand tu es sur la ligne de garde. Fait que c'est d'amener l'athlète à la réflexion, même en entraînement, pour que ça soit un automatisme quand on arrive en compétition. C'est ça, puis et dans le cadre de la préparation mentale, je pense que ce qui est important aussi, justement, c'est, moi je dis ça, il n'y a pas une switch ou il n'y a pas une recette magique qui se libère le matin de la compétition puis qui nous permet de faire tout ce qu'on veut faire ou tout ce qu'on voulait faire ou tout ce qu'on pensait faire dans le cadre de la compétition. Moi, j'ai une maxime en anglais qui dit « practice with purpose », tu sais, pratiquer avec un intérêt ou avec un objectif en vraiment ciblé. C'est-à-dire que je peux pas être là simplement pour faire les mouvements. Il faut que je me mette déjà dans une ambiance de compétition, de combat. C'est sûr que ça peut être plus difficile parce que j'ai pas le même environnement ou j'ai un environnement qui m'est connu dans le sens où j'ai pas nécessairement un adversaire aussi peut-être intimidant parce que c'est mon collègue d'entraînement. Mais le travail, il se fait à l'entraînement. C'est là que je prépare mon combat de façon tactique, technique, mais aussi de façon mentale. Si je me mets pas je suis pas j'ai pas la possibilité de me transposer dans un setting, dans un environnement de combat, j'aurai pas nécessairement la possibilité ou la facilité de le faire quand je vais arriver à mon combat. Donc, des fois, c'est autant du côté de l'athlète, c'est de dire, OK, bon, ben, faut que je me mette dans cet environnement-là. Faut que
je monte un peu peut-être mon intensité. Il faut que je le vois comme un adversaire intimidant. Il faut que je joue cette histoire-là. Il faut que je me joue un peu ce phénomène-là ou cette action-là pour que ça ne me soit pas déstabilisant quand je vais arriver à mon combat, à ma compétition. Puis aussi, c'est de voir justement de l'importance qu'a l'entraînement. Souvent, ça nous tente peut-être, on a des moments où ça nous tente un peu moins, où on fait ça de façon plus machinalement, mécaniquement, mais c'est du temps qu'on perd ou c'est des répétitions qu'on perd qui pourraient être de meilleure qualité pour que je ne sois pas surpris dans un combat où ça se passe rapidement. De faire en sorte que, je me retrouve à 3, 4, 5, 7 points en arrière là, dans un combat. Donc, je pense que dans ton rôle d'entraîneur aussi, l'importance que tu dois faire pour ça, c'est justement d'essayer d'avoir un environnement d'entraînement qui est le plus près possible de l'environnement de compétition de ton athlète. Si tu le mets dans une ambiance, moi je sais que j'ai déjà fait faire des sons de foule ou des sons d'avoir une lumière tamisée parce que souvent on s'entraîne dans des endroits où la luminosité n'est pas la même que quand je suis sur une piste, où l'ambiance, les bruits de foule ne sont pas les mêmes. Donc, c'est d'essayer de répéter ou de reformuler l'environnement de combat, l'environnement de compétition le plus près possible de ce qui s'en vient pour tes athlètes. Puis à ce moment-là, c'est plus facile d'embarquer dans ce mindset-là ou dans cette réalité-là. Je ne sais pas si ça répond un peu à comment tu peux enligner tes choses. Oui, ben c'est un peu les choses que je fais avec mes jeunes, évidemment. Je n'ai pas encore de système audio là, qui reproduit la foule. Puis malheureusement, c'est pas souvent notre problématique, la foule à l'escrime. On aimerait bien ça que ça le soit, mais c'est pas un sport assez populaire. Là. C'est vraiment plus les choses à recréer. Souvent, c'est des erreurs d'arbitrage, qu'on doit montrer à nos jeunes que ça l'arrive, comment le gérer et tout ça. C'est vraiment tout ce qui est l'aspect combat. Puis, on essaie tant bien que mal de le recréer en salle pour leur montrer, ben regarde, si ça arrive, puis il faut refocuser rapidement sur la prochaine touche, de ne pas avoir dans la tête l'erreur de l'arbitre, mais d'avoir dans ta tête la prochaine touche que tu veux faire. Ouais. Je pense qu'on t'es bien en ligne à ce moment-là. J'essaye. Donc, Stéphane, tu mentionnais justement que les entraînements étaient encore présents, que la saison de combat, de compétition n'était pas nécessairement encore entamée ou que ça se faisait prochainement. Est-ce que les entraînements ou le volume, l'intensité des entraînements a été changé au cours des derniers mois, des dernières semaines? Comment ça se passe de ce côté-là, toi? Bien, c'est sûr que là, comme je disais tantôt, on est vraiment en phase là, de préparation physique générale. Peu à peu, on rentre dans le spécifique. C'est sûr que, au début, on fait un peu plus de cardio, mais là, très rapidement, là, je rentre dans la phase spécifique au niveau de l'explosion et tout, parce que, oui, l'escrime, là, c'est la base, c'est pas un cardio là, de fou. Là. On n'est pas on fait pas du triathlon, mais c'est des exercices répétitifs, mais de court temps. Fait qu'on doit vraiment rentrer rapidement là, dans ce pattern-là pour reproduire, évidemment, ce qui se passe en match. Fait que ce qui est un peu difficile quand on le met dans un concept de préparation physique, c'est de savoir un peu combien de répétitions que je fais, combien de séries je dois faire, combien de temps de repos que je dois faire, considérant que je l'inclus dans mon entraînement quotidien. Des fois, tu sais, je peux voir des entraînements d'un autre sport où est-ce qu'un sprinter va faire un sprint, puis il se donne un temps de repos de 15 minutes pour en faire un autre. Mais c'est impossible dans ma réalité d'entraînement de faire ça, admettons, de dire, OK, on fait un sprint, OK, 15 minutes de repos tout le monde. Non, tu sais, c'est ça. Puis c'est d'être capable de faire les choses pour que ce soit efficace. Mais est-ce que c'est quoi le bon pattern à utiliser? C'est pas toujours facile. OK. Marie, bien, c'est très intéressant ce que tu apportes comme point parce que là où ça devient difficile de doser le temps de repos, c'est qu'on ne le ressent pas nécessairement quand on est dans l'explosion parce que c'est le système nerveux qui va être davantage fatigué. Donc,
c'est pas juste de dire à l'athlète comment tu te sens reposé. Il n'a presque pas ressenti de fatigue musculaire, de fatigue physique suite à l'effort explosif. Donc, il faut un peu aller avec essai et erreur. Et pour ça, je t'explique, c'est que oui, il existe une littérature scientifique qui dit pour tant de répétitions avec tel objectif d'entraînement, on va privilégier tant de repos. Mais il y a des différences quand même qui sont inter-individuelles importantes. Donc, ça va être d'un peu l'essayer en essai-erreur. Puis la règle de base, là, déjà, qu'on peut se donner, c'est de dire que plus on sollicite à haute intensité le système nerveux, plus on est souvent proche de la tâche spécifique qu'on veut avoir puis qu'on veut vraiment full intensité. On veut un temps de repos élevé, d'où l'idée du 15 minutes en athlétisme. On n'est pas dans cette réalité-là pour toi parce que tu dois avoir des séries que tu dois répéter. C'est ça la réalité du sport. Donc, c'est d'essayer de recréer deux choses, de recréer la situation de combat réel, donc avec les temps de repos entre les différentes intensités pour reproduire la situation de combat, de compétition. Et aussi, dans l'entraînement, bien, tu vas peut-être des fois te donner plus de temps de repos pour avoir un geste de meilleure qualité. Donc, c'est autant applicable, comme je disais tout à l'heure, en technique qu'en préparation physique. C'est que tu vas aller voir avec ton athlète quelle qualité de geste tu as. C'est aussi vrai dans un bench press que dans un geste qui va être fait de façon très spécifique à l'escrime, par exemple. Donc, ce que tu pourrais peut-être te donner comme outil, c'est d'essayer d'évaluer la qualité du geste sur une note sur 10, te dire si tu sais des qualités de geste de 10 sur 10 que tu vas avoir, bien, combien de temps de repos ça va te prendre, mais tu le fais des essais-erreurs, puis pour un même athlète, tu vas être capable d'identifier, puis tu vas pouvoir utiliser ce modèle-là d'entraînement par la suite, là. Donc, c'est un peu comme on parlait aussi tantôt, c'est de mettre en action ou d'organiser ou de planifier ça le plus près possible de la réalité de combat, le plus près possible de la réalité de la compétition, parce que en quelque sorte, c'est aussi ça, c'est de pouvoir mettre l'athlète dans son environnement de compétition ou dans son environnement de combat pour aller chercher l'exécution, la facilité d'exécution. Donc, et puis ce que je comprends aussi, tu me corriges, c'est d'y aller de façon très individualisée, oui, là, parce qu'il y a ces particularités-là. Est-ce que tu vois ça comme étant possible? Bien, c'est un peu ça que je fais, hein, évidemment. Tu sais, je veux dire... comme tout dans la préparation physique, c'est sûr que je mets encore un peu plus le temps d'action versus le temps de repos. Surtout le temps de repos, il est un peu plus petit par rapport à, admettons, dans une compétition où est-ce que je fais une action, le temps de revenir en position de garde, bon, on a un 15-20 secondes de repos. Évidemment, moi, je fais comme, OK, un sprint de 10 mètres, puis hop, on retourne à la ligne, on en fait un autre, tu sais. Puis évidemment, le volume est un petit peu plus élevé parce que, bon, pour que quand ils arrivent en compétition, bien, ils ne sentent pas l'effet de fatigue, tu sais, pour qu'ils soient capables que, ben, regarde, pour moi, c'est rien, là, qu'est-ce que je viens de faire là, tu sais. Parce que, tu sais, sur un case-touche, tu sais, des actions, bien, peut-être qu'il peut en avoir 40, 50, là, des actions de 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Fait que c'est d'être capable de recréer ce gros volume-là dans un court laps de temps. Parce que, bon, au sable, là, le combat va durer, le temps d'action est moins long que le temps de retourner sur nos lignes de garde et de refaire l'action. Tu sais, fait que c'est d'être capable de bien le gérer comme ça. Puis c'est à peu près ça que je fais, d'être capable de reproduire un petit peu plus de volume qu'en compétition, mais avec un temps, là, évidemment. Puis je n'aime pas vraiment l'aspect sur la qualité du sprint ou quoi que ce soit, parce que c'est pas notre domaine, c'est vraiment sur l'effort que je regarde la qualité des choses. Quand c'est une leçon individuelle technique, c'est différent. Quand je vois que le geste commence à être vraiment pas bon, on arrête, on prend une pause parce que ça sert absolument à rien d'aller à autre chose, tu sais. Mais peut-être que je peux ajouter, si tu veux, par exemple, développer davantage la force ou davantage la vitesse qui est comme en surcharge par rapport à ce qui est nécessaire pour la tâche, à ce moment-là, bien, c'est là que tes temps de repos vont être évidemment allongés. Tu sais, par exemple, je te donnais l'exemple du bench. Si tu travailles en force sur le bench, bien là, tu peux partir de ce que tu connais du temps de récupération idéal de ton athlète et là, l'augmenter parce que tu ajoutes une surcharge de poids, par exemple, dans le geste. Ça va être vraiment de voir comment tu peux travailler, si je comprends mieux, c'est comment chaque athlète tu vas pouvoir adapter chaque athlète dans sa sollicitation pour aller chercher la meilleure préparation pour ces combats dans la réalité, dans les réalités qu'ils doivent rencontrer sur une piste à ce moment-là. Merci.
Alors Stéphane, justement, on parle des réalités de compétition, la rapidité à laquelle les gens vont compétitionner. Tu parles de la réalité du combat du sabre. J'imagine aussi, bon là, on s'approche d'un début de saison, d'entrer dans les compétitions, dans les week-ends de compétition. Est-ce qu'il y a d'autres réalités qui peuvent représenter des défis importants pour tes athlètes en lien avec leur compétition comparativement à ce qu'ils vivent à l'entraînement? C'est sûr, il y a une réalité au niveau de la nutrition parce que, bon, on sait à quelle heure qu'on commence, évidemment, la compétition, mais par la suite, les temps sont un peu indéterminés. Jusqu'à quelle heure je vais finir, on ne sait jamais parce que ça dépend toujours de ta performance. Mais bon, nous, au début, comment ça marche, c'est qu'il y a une poule où est-ce que dans cette poule-là, on doit rencontrer entre 6 ou 5 personnes. On fait 5-6 combats. Entre chaque combat, il y a peut-être 5 minutes. Par la suite, ils font un cumulatif, ils font un calcul et ils font un tableau général. Et par la suite, c'est ça où est-ce que c'est difficile. Mon temps d'attente après mon premier tour de poule, mon tableau, quand je gagne un match dans le tableau, mon prochain match du tableau, c'est malheureusement pas toujours très bien fait, ça, pour savoir le temps déterminé. En Coupe du Monde, c'est totalement différent. Nos heures sont marquées, mais je veux dire, on n'est pas tout le monde, on n'est pas rendu là avec tout le monde. On n'est pas rendu là avec tout le monde. Puis, fait que moi, là-dedans, c'est de savoir un peu qu'est-ce que je fais avec mes athlètes au niveau de la nutrition? Quand est-ce que je les fais manger? Qu'est-ce que je leur fais manger? Bon, évidemment, au niveau de l'hydratation, ça, c'est pas une problématique parce qu'ils ont tout le temps leur bouteille d'eau puis je leur demande, ils font par eux autres même. De toute façon, c'est pas ça. Mais ce qui est important, c'est, bon, oui, je veux qu'il y ait encore de l'énergie, mais pas non plus d'avoir un repas complet. Fait que qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je leur fais manger? Puis qu'est-ce qui est le plus profitable pour eux dans ces moments-là? En effet, l'escrime, il y a une très grande réalité, comme que tu viens d'en parler, c'est l'espace de temps entre les combats. Habituellement, on dit qu'on veut prendre une collation post-entraînement dans la demi-heure, mais il n'y a même pas une demi-heure entre deux combats. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout prévoir les 2 journées qui précèdent la journée de compétition, assurer une très bonne alimentation, surtout la journée avant, pour aller faire un peu comme les gens qui font des marathons, des longues distances d'endurance, faire une genre de surcharge en glycogène. Donc, un repas, surtout au souper, qui va être très riche en glucides. On ne mange pas nécessairement plus de protéines, de gras dans cette journée-là, mais c'est vraiment les glucides qu'on augmente. Donc, on entend souvent parler des pâtes qui sont très bonnes. Oui, c'est une source de glucides, mais il y en a d'autres, le riz, les pommes de terre, les céréales. Donc, on va aller vraiment maximiser l'apport en glucides de la veille pour maximiser nos réserves en glycogène la journée de la compétition. Ensuite, comme tu l'as dit aussi, on parle de journée. Le premier combat, on sait à quelle heure ça commence. Donc, on s'assure d'avoir un très bon déjeuner au début de la journée. Donc, 2-3 heures avant le repas, un déjeuner complet. Et là, c'est quand on arrive en compétition. Là, il faut prévoir plus des aliments qui vont être liquides. Tu as parlé d'hydratation. C'est super important de s'hydrater en escrime parce qu'il y a énormément d'intensité, donc beaucoup de transpiration. Mais on peut intégrer des liquides qui contiennent des sources de glucides. Donc, oui, les boissons pour sportives commerciales, mais on a aussi les boissons maison qu'on peut faire. Donc, on veut vraiment que l'athlète s'hydrate le plus possible avec ce type de boisson-là, surtout dans la phase de poule. Donc, ensuite, quand il y aura plus de temps, c'est là aussi que ça prend un bon plan alimentaire de collation. C'est-à-dire, on prévoit des collations si on a 15 minutes, une demi-heure, 1 heure ou même 2 heures avant le prochain. Puis, on emmène tout ça la journée même. On veut tout avoir. Donc, c'est 15 minutes, ça reste seulement du jus ou un fruit. Même une demi-heure, c'est du jus ou un fruit. Mais si on a 1 heure, on peut intégrer, par exemple, une boisson contenant un peu de protéines, du lait écrémé, source de glucides, source de protéines, des boissons de soya. Ou des fois, on va parler dans une autre émission de suppléments de protéines qui peuvent être pris. Donc ça, c'est si on commence à avoir plus qu'1 heure, on pourrait intégrer ce type de produit-là. Donc c'est vraiment de tout prévoir à l'avance parce qu'on ne sait pas ça va être quoi notre délai cette journée-là. Donc, en quelque sorte, c'est d'avoir différents plans, donc ou différentes alternatives. Si j'ai une pause de 15 minutes ou si j'ai une pause d'une demi-heure, si j'ai une pause d'1 heure aussi. J'imagine aussi il y a une réalité si j'ai une compétition qui dure sur 2 jours, qui peut durer sur 2-3 jours. Ça peut arriver sur 2 jours, surtout en Coupe du Monde. Ouais. Au niveau nord-américain, ça n'existe pas, à moins que l'athlète soit qu'il ait 2 jours parce qu'il travaille sur 2 catégories. Mais sinon, sur 2 jours, ça n'existe pas au niveau nord-américain. Donc, c'est vraiment la durée. Le défi, c'est vraiment la durée. Donc, un peu comme
comme le mentionne Nicolas, c'est d'avoir différents plans. D'avoir, moi, si j'ai une pause de 15 minutes, j'ai une pause d'une demi-heure, j'ai une pause d'une heure, bien voilà les alternatives que j'ai. Puis, fait que ça va faire un sac plus important. Ça va faire un sac plus lourd, un sac plus important, j'imagine. Mais au moins, on va s'assurer que les besoins sont comblés puis qu'ils sont adaptés à la réalité Qu'on ait accès à tous les aliments selon le délai qu'on a. J'imagine aussi une réalité qui est importante dans cet environnement-là, c'est de savoir ce qui fonctionne pour moi comme athlète aussi. Parce que quelqu'un qui a 1 heure peut peut-être manger quelque chose de différent qu'un autre athlète pour la même période, de dire, ben donc j'imagine qu'il y a aussi un peu d'essais et erreurs à aller chercher chez l'athlète. Un peu comme la période de repos, comme Maryse parlait tout à l'heure avec l'entraînement, bien, l'alimentation, c'est la même chose. J'ai des athlètes qui sont capables de manger une sandwich complète s'ils ont moins d'1 heure avant leur compétition, alors que d'autres, c'est juste des fruits qui vont rentrer. Donc, c'est vraiment, la tolérance digestive, c'est inter-individuel. Il faut l'essayer. On l'essaye bien sûr en entraînement et non en compétition parce que c'est pas le moment où on veut faire des nouvelles recettes. Non. Exactement. On fait pas de découverte en compétition, hein, c'est ça. Donc c'est un peu, tu vois un peu comment ça peut s'enligner pour. Est-ce que c'est des réalités que tu vois accessibles? C'est sûr que à la prochaine émission, juste avec ta réponse, il y aura la prochaine question que je peux te donner déjà tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Tu me dis 3 heures avant le matin, mais quand la compétition est à 8 heures, est-ce que je fais lever le jeune à 5 heures ou est-ce que je dois travailler sur son temps de repos? Qu'est-ce qui est le plus important? On pourra regarder ça. On pourra regarder ça à une prochaine émission. C'est ça. Merci bien. Alors Stéphane, on discute depuis tantôt des réalités d'entraînement. On a touché un peu aussi aux défis des compétitions. J'imagine que là, justement, avec la saison qui débute, l'intensité qui peut augmenter un peu plus au niveau des entraînements, au niveau physique, la fatigue, les bobos, ça commence à sortir. Est-ce que c'est des choses que tu vis avec tes athlètes ou comment ça se passe de ce côté-là? Bien, c'est sûr que présentement, en plus, je le vis un peu plus parce que, tu sais, quand c'est la remise en forme, le lendemain matin, il y a un peu plus de courbatures, c'est un peu normal et tout ça. Mais durant l'année, évidemment, là, ça dépend de l'intensité de l'entraînement. Puis quand c'est une journée de compétition, c'est sûr que le lendemain, comme n'importe quelle personne, que tu sois bien entraîné, veux pas, tu as certaines courbatures le lendemain. Fait que moi, c'est de savoir un peu comment on fait vers la récupération. Il y a une nouvelle tendance depuis un certain temps. Où est-ce que les fameux bains de glace, où est-ce que moi, je me promène maintenant dans des compétitions, puis même le monde amène une piscine turtle gonflable, puis ils remplissent ça de glace. Tu sais, je veux dire, c'est rendu une phase que tout le monde, presque, beaucoup d'équipes sportives utilisent. Moi, ce que je veux savoir, c'est, c'est quoi vraiment le bienfait, là? Si tout le monde le fait, j'imagine que ça va avoir quand même un certain impact, puis ils ne le font pas parce que c'est juste écrit dans un livre que c'est bon, là. Fait que tout le monde le fait. Puis, de deux, si je veux pas traîner ma piscine turtle, là, je fais quoi? Je fais quoi? Tu sais, je veux dire, c'est quoi? Y a-tu quelque chose d'un peu plus... Déjà que j'ai entraîné mon équipement d'escrime, je veux pas me traîner une piscine non plus, tu sais. Fait que y a-tu une alternative à ça, là? Oui, tout ce qui est récupération pour préparer l'entraînement aussi. Il y a plusieurs alternatives. Il va être un peu briseur de rêve, si on veut. Il n'y a rien de magique. La fameuse piscine bain de glace, c'est pas magique. C'est pas ça qui va te faire gagner un combat le lendemain parce que ça a été vidé de ta journée non plus. Côté performance, on va voir ça beaucoup plus au football. Musculation, ceux qui travaillent beaucoup en puissance, en force maximale. Là, on va peut-être voir une tendance à avoir une performance plus élevée si c'est utilisé après les entraînements. Encore là, c'est rien de magique. C'est pas parce qu'on l'a utilisé tel jour que le lendemain, on va lever 10 livres de plus non plus. Là, c'est assez restreint si on veut. Côté sentir raqué, toutes ces choses-là, c'est pas très, très efficace si on veut. Il n'y a rien qui prouve un bienfait par rapport à ça versus d'autres possibilités aussi. Là, on s'entend souvent parler de cool-down, de stretching, soit statique ou dynamique, qui serait peut-être un petit peu plus efficace pour la perception de se sentir raqué, de se sentir courbaturé. Encore là, il faut faire attention. Le fait de se sentir courbaturé versus est-ce que mes muscles sont plus aptes à effectuer l'activité, c'est deux choses différentes. Donc, la perception, oui, peut être améliorée
avec des exercices comme le bon cool-down ou les étirements à ce moment-là. Pour ce qui est du bain de glace, au niveau de l'escrime, personnellement, je pense pas qu'il y a rien de très, très efficace là-dedans. C'est un exercice beaucoup répétitif sur un court temps. Souvent, là, on va utiliser des bains de glace, des choses comme ça, pour quelque chose qui a été intense sur un plus long temps, si on veut. On parle de pratique de football, là, où les jambes, c'est assez important. C'est beaucoup en puissance, en répétition, mais sur un long temps. Tandis qu'en escrime, oui, ta compétition peut durer 1 journée ou 2 journées, dépendamment du type de compétition. Mais comme tu l'as mentionné, c'est souvent des combats qui sont assez courts. On se bat pendant quelques minutes. Même pendant le combat, l'action est très rapide, puis il y a du temps de repos. C'est surtout ce que tu devrais viser, c'est surtout sur garder le système actif, c'est-à-dire toujours être présent, être focus sur son match, garder un niveau d'activation du système nerveux quand même pas nécessairement toujours très, très élevé, mais toujours à une moyenne acceptable, si on veut. Pas avoir justement le 1 heure où je m'en vais dans mon coin, puis je me tourne les pouces, puis j'attends 15 minutes avant mon prochain combat pour me réactiver. Il faut toujours être prêt un peu à aller se battre. Surtout que dans ton cas, ça peut être plusieurs combats dans une journée. C'est pas un match le matin, un match l'après-midi. Ça peut être aux 15 minutes, puis un moment donné, on a 1 heure. Qu'est-ce que je fais pendant cette 1 heure-là? Je n'irai pas mettre de la glace, je n'irai pas faire un kilomètre non plus de course. On veut se garder actif, mais jusqu'à un certain point. Les alternatives que tu as par rapport à tes combats dans la journée, vélo peut toujours être intéressant. Un petit jogging, un 15 minutes, si justement tu as le temps, tu as le 1 heure ou tu ne veux pas justement trop te refroidir, si on veut, ça peut être une alternative. Dans les cas où tu as juste une demi-heure entre tes matchs, là, c'est de rester focus sur ta game. Parce qu'un réchauffement, un warm-up, si on veut, une fois qu'il a été fait, c'est à peu près un 10-15 minutes qui est l'idéal, il est effectif pour une demi-heure. Si tu as eu un combat, tu en as un 20 minutes après, ton corps est encore réchauffé. À ce moment-là, tu es mieux de focuser sur justement rester concentré sur ton combat, peut-être réviser avec ton coach les points plus techniques à garder en tête pour le combat que de penser à j'étire mes jambes, je mets de la chaleur, je mets de la glace, je me fais un taping pour améliorer la circulation. Si tu as une demi-heure entre les combats, focus sur la technique, focus sur comment je me prépare pour mon combat en termes de technicité, en termes de préparation mentale. Quand là, on a un plus long laps de temps de 1 heure, justement, là, on peut penser à peut-être à rajouter des petits exercices entre les combats. Pour ce qui est d'après la compétition, bain de glace, si vraiment l'athlète sent que ça lui fait du bien, j'ai aucun problème à dire oui. Si au contraire, il trouve que la glace c'est assez froid, c'est assez désagréable de se plonger là-dedans, à ce moment-là, je pense pas que c'est le sport qui va le plus en bénéficier pour ce type d'outil-là. Il serait mieux d'aller avec un cool-down. Étirement peut être efficace. On entend parler aussi de vêtements compression peut être une bonne chose. Je pense que de varier dans ces choses-là, de voir qu'est-ce que l'athlète aussi préfère. Parce que oui, côté performance, ça peut l'aider, mais il faut qu'il se sente bien là-dedans. S'il ne se sent pas bien, c'est sûr que ça passera. Donc, en quelque sorte, on voit qu'il y a des outils qui sont développés ou qui sont peut-être axés sur d'autres sports, qui transfugent à d'autres endroits ou dans d'autres réalités, mais qui ne répondent pas nécessairement, comme le fameux bain de glace, qui ne répondent pas nécessairement à la réalité du sport en question, puis où le gain n'est pas aussi important. J'espère que tu as apprécié ce qu'on a pu t'amener aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup. Puis je vous remercie encore une fois, mes experts, Thierry, Maryse, Nicolas, pour votre présence. Puis toujours intéressant d'avoir justement, puis même avoir la perspective du côté coach, de ce côté-là. Donc, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur nos émissions, suivre Stéphane dans son coaching auprès de ses athlètes, je vous invite à aimer la page Facebook de la TVRL ou encore à vous abonner à notre fil Twitter @Sport9Laval. Ainsi, vous pourrez poser vos questions aux experts ou donner vos commentaires et vos encouragements à Stéphane. Donc, on vous remercie d'avoir été présent. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine.